Ma femme a dit à son ami qu'elle me testait en partant une semaine, j'ai tout entendu par hasard, alors j'ai rencontré un avocat, j'ai déplacé tous mes biens hors de mon nom et j'ai demandé le divorce. Maintenant je sors avec la femme qu'elle détestait le plus. Salut Reddit, je suis habituellement un simple lecteur ici, mais les choses sont devenues incontrôlables, alors je me suis dit que j'allais poster. Je m'appelle Justine, j'ai 34 ans, je dirige ma propre entreprise d'électricité et je n'ai jamais été du genre à rester assis en attendant que la vie me donne quelque chose. Le boulot commence à 6 heures du matin et se termine quand le travail est fini. J'ai une bonne équipe, des contrats stables et une maison que j'ai achetée content à 30 ans. Je ne me vante pas, j'explique juste que je ne suis pas un mec qui traverse la vie en roue libre. Quand j'ai rencontré Sophia, 31 ans, elle travaillait à l'accueil d'un petit salon de beauté. Intelligente, jolie, elle avait cette façon assurée d'entrer dans une pièce où on la remarquait avant qu'elle ne vous remarque. J'aimais le fait qu'elle travaillait dur, ce n'était pas le genre je cherche un mec riche, ou du moins, c'est ce que je croyais à l'époque. On est sortis ensemble pendant 2 ans avant de se marier. La vie était plutôt classique, je travaillais de longues heures, elle restait occupée au salon. Pas encore d'enfants mais on en parlait. La première année s'est bien passée. On faisait des road trips le week-end, elle préparait mon déjeuner pour mes journées de boulot, je m'occupais de réparer sa voiture ou de faire des travaux chez sa mère. Je pensais qu'on formait une vraie équipe. Tout a commencé à changer environ 1 an et demi plus tard, quand elle s'est rapprochée d'une fille, Lila. Lila est le genre de personne toujours au cœur d'un drame mais qui ne se voit jamais comme le problème. Bruyante, toujours à donner des conseils non sollicités, aucun respect pour les limites. La première fois que je l'ai rencontrée, elle a dit à Sophia devant moi, « S'il déconne, j'ai une chambre libre pour que tu puisses t'enfuir. » Ok, merci l'inconnu. Quelques mois plus tard, un nouveau gars est apparu dans leur petit groupe, un certain Mike, un homme marié apparemment, qui traîne avec les filles après le boulot. J'ai demandé à Sophia si ça ne lui semblait pas bizarre, 3 femmes et un homme mariés toujours ensemble. Elle a levé les yeux au ciel et m'a dit de ne pas être parano. J'ai laissé tomber, ça ne servait à rien de se disputer pour tout. Mais l'ambiance à la maison a changé. Elle rentrait plus tard, disait qu'elle aidait à fermer le salon, mais j'ai bossé assez dans la vie pour savoir que fermer un salon ne prend pas 2 heures de plus. Le linge s'accumulait, elle ne cuisinait plus, même les trucs de base comme faire le lit ou nettoyer la cuisine étaient ignorés. Je ne m'attends pas à une femme des années 50, mais si je fais des journées de 10 heures et que tu as 3 jours de congé par semaine, peut-être que tu peux t'occuper des bases. On s'est disputé quelques fois à ce sujet, pas de cris, mais assez de tension pour qu'on la sente dans l'air. Je lui faisais remarquer que les choses avaient changé, elle m'accusait de faire des comptes. Un soir je suis rentré, l'évier plein de vaisselle et elle sur le canapé à faire défiler Instagram. J'ai dit, tu comptes t'en occuper à un moment. Elle a répondu, tu peux les faire si ça te dérange. C'était une première. Le pire a été quand je l'ai entendu parler à Lila sur haut-parleur un après-midi. J'étais rentré par le garage, donc elle ne m'a pas entendu tout de suite. J'étais dans le couloir quand je l'ai entendu dire, je pense que je vais juste faire une pause d'1 semaine avec Justine, voir comment il réagit. Lila a ri et dit, ouais, regarde le flipper, il va te supplier de revenir en 2 jours. Je suis resté silencieux, écoutant ma femme depuis presque 3 ans préparer un test comme si on était au collège. Ma mâchoire s'est crispée mais je n'ai rien dit. Ce moment a changé la façon dont je la voyais. Ce n'était pas de la fatigue ou du stress, c'était elle qui voulait voir si elle pouvait me faire danser comme une marionnette. Ce soir-là au dîner, elle en parle comme si de rien n'était, je me sens un peu épuisé, je pense prendre 1 semaine pour me détendre, peut-être aller voir ma cousine au nord. Je demande, tu veux dire une pause du travail ou? Elle sourit comme si elle était malicieuse et répond, de tout, juste pour me vider la tête. J'ai hoché la tête comme si j'y réfléchissais, mais au fond, je savais déjà qu'elle voulait jouer, alors j'allais jouer plus intelligemment. Les jours suivants ont semblé normaux. Je me levais tôt, j'allais bosser, je rentrais à la maison, j'agissais normalement. Elle a fait sa valise un dimanche soir, m'a embrassé sur la joue comme si tout allait bien et est partie avec son petit sac de week-end et un air satisfait, comme si elle imaginait déjà mes textos la suppliant de revenir. Je ne l'ai pas texté, pas appelé. Elle a envoyé un message le premier soir, je te manque déjà? Je n'ai pas répondu. 2e jour, j'espère que tu ne te sens pas trop seul sans moi. J'étais à la salle avec mon pote Josh, on faisait des séries et on prévoyait notre sortie pêche du week-end. Mon téléphone est resté dans mon casier. 3e jour, on dirait que tu t'en fiches que je sois parti. J'ai juste répondu, j'espère que tu profites bien, et c'est tout.
Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'entre les séances de sport, les moments entre potes et le calme que je redécouvrais à la maison, j'avais déjà appelé un avocat. Et c'est là que l'histoire passe de femme agaçante qui joue à des jeux à une planification de la sortie la plus propre de toute ma vie. Au moment où sa pause a atteint le 3e jour, j'avais déjà fait mon premier vrai mouvement. Elle pensait que j'étais assis chez moi à fixer le plafond, comptant les heures jusqu'à son retour. La réalité était un peu différente. Salle de sport le matin, travail la journée, soirée avec Josh, et entre tout ça, je mettais en place mon plan de sortie. J'ai trouvé mon gars grâce à un entrepreneur que je connais, qui avait vécu une séparation difficile l'an dernier. Robert Miller, la cinquantaine, costume impeccable, il parle comme s'il avait un chronomètre sur chaque phrase. Son avis disait que c'était le genre d'avocat qu'on appelle quand on veut une séparation propre et rapide, c'est exactement ce qu'il me fallait. J'ai pris le premier rendez-vous disponible. Le bureau de Robert se trouvait dans l'un de ces vieux bâtiments en briques du centre-ville, du genre qui sent vaguement le papier et le café dès qu'on entre. On s'est assis de part et d'autre d'un lourd bureau en chêne et je lui ai exposé la situation, le test de ma femme, la conversation entendue, et le fait que j'avais des soupçons sur elle et Mike. Robert n'a pas perdu de temps, tu veux te protéger avant qu'elle décide de rendre ça légal, ça veut dire retirer les biens de ton nom maintenant. Si elle dépose la demande en premier, tout ce qui est à ton nom est à partager. J'y avais déjà pensé, mais l'entendre de sa bouche a rendu la chose concrète. La maison était à mon nom, sans crédit. L'entreprise, son matériel valait plus que la voiture de la plupart des gens, et mon compte épargne n'était pas exactement vide. J'ai dit à Robert que j'avais quelqu'un en qui j'avais confiance pour tout gérer, ma mère. Il a hoché la tête comme si c'était la bonne réponse. Cet après-midi-là, j'étais à la banque, signant des papiers pour transférer chaque centime de mon compte personnel vers celui de ma mère. J'ai laissé juste assez sur le compte joint pour payer les factures, pour que Sophia ne remarque rien pour l'instant. Le camion et le matériel seraient les suivants. Ce soir-là, elle a envoyé un de ses petits textos de pêche, tu penses à moi au moins. Je n'ai pas répondu. Jour 4, j'ai réglé le transfert de titre du camion, je suis allé au bureau des véhicules, je l'ai mis au nom de ma mère. Elle m'a regardé de travers quand je lui ai expliqué pourquoi, mais elle me connaît assez pour savoir quand je suis sérieux. Si tu fais ça, elle a dit, fais en sorte qu'elle ne puisse rien toucher. Pendant ce temps, Sophia continuait de vouloir provoquer. Jour 5, elle a envoyé, la plupart des mecs supplieraient leurs femmes de revenir à ce stade. J'ai failli éclater de rire. J'étais chez Josh, casque sur les oreilles, en train de faire des parties sur la PlayStation. Si elle pensait que j'étais assis dans le noir à pleurer son absence, elle allait être déçue. Robert m'a appelé ce soir-là, on aura les papiers prêts à signer quand elle rentrera. Si tu peux prouver une infidélité, ce sera du béton. Tu peux obtenir cette preuve. Je lui ai parlé de Mike, il a dit ce que je savais déjà, les gens comme ça finissent toujours par se trahir. Ne la confronte pas tout de suite, reste calme quand elle revient, donne-lui l'impression qu'elle contrôle toujours la situation. C'est là qu'il parle trop. Au jour 6, tout ce qui comptait était déjà au nom de ma mère ou en cours de transfert. L'entreprise tournait sans problème, mon équipe gérait les chantiers sans que j'aie à leur souffler dans le cou, et je dormais mieux que depuis des mois. Le dernier jour de son absence, elle a posté une photo Instagram d'elle avec un latte et des lunettes de soleil, légendée parfois, il faut penser à soi d'abord. Lila a commenté oui ma reine, continue de lui faire la leçon. J'ai juste fait une capture d'écran et je l'ai envoyée à Robert, ce mec adore l'épreuve. Le matin de son retour, je n'ai rien changé à mon emploi du temps. Salle de sport tôt, petit-déj avec Josh, j'ai pris mon temps pour rentrer. Sa voiture était déjà dans l'allée quand je suis arrivé. Je suis entré, j'ai dit un bref salut en passant devant la chambre où elle défaisait ses bagages et je suis allé directement à la douche, pas de câlin, pas de tu m'as manqué, rien. Les jours suivants, je lui ai donné la version la plus froide de moi-même qu'elle ait jamais connue. Plus de café près le matin, plus de vérification de sa voiture avant qu'elle parte, plus de petits extras du magasin. Au boulot, je laissais ses appels aller sur messagerie. À la maison, je restais occupé avec mes propres affaires, devis à terminer, rangement du garage ou session de jeu avec Josh. Le 3e jour après son retour, elle a fini par demander « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi en ce moment, tu m'ignores ?» Je n'ai même pas levé les yeux de mon ordinateur portable, j'ai dit « J'ai été occupé ». En réalité, je venais juste de raccrocher avec Robert, les papiers étaient prêts, les biens sécurisés, et tout ce qu'il me restait à faire maintenant, c'était attendre qu'elle me donne la dernière pièce du puzzle. Quand la première semaine après son retour s'est écoulée,
la distance entre nous n'était plus seulement émotionnelle, elle était pratique. Ce genre de silence rend certaines personnes folles, et Sophia en faisait partie. Elle avait l'habitude d'être au centre de mon attention, même si cela voulait dire qu'on se disputait. Quand elle a compris que je n'allais pas la poursuivre, elle a intensifié ses tentatives, posant des questions sur pourquoi j'étais différent, laissant entendre qu'une semaine de séparation te fait vraiment réfléchir à ce que tu veux dans la vie. Je ne lui ai rien donné à exploiter. C'est là qu'elle a fait l'erreur. C'était un mardi soir, je venais de rentrer d'un gros chantier de recablage, douché, à moitié dans un sandwich au poulet au comptoir de la cuisine. Elle rentre du travail, jette son sac sur le canapé et dit qu'elle veut parler. Son ton avait ce mélange de faux soucis et de tension, comme si elle préparait déjà le terrain pour une dispute. J'ai gardé mon calme bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Elle a commencé, j'ai réfléchi, ce mariage ne me convient plus comme avant. Tu ne me donnes plus d'attention, tu es froid depuis que je suis rentré. J'ai simplement hoché la tête, d'accord. Ça l'a déstabilisée, elle s'attendait à ce que je réagisse. C'est tout ce que tu as à dire? Que veux-tu que je dise? J'ai demandé. C'est laquelle a sorti l'arme ultime, tu sais quoi, je vois quelqu'un d'autre. Il s'appelle Mike, on est ensemble depuis 3 mois. Il me traite comme une reine. Toi Justine, tu es froid et contrôlant. Tu ne m'aimes pas, tu veux juste me posséder. Je n'ai pas attrapé mon téléphone à ce moment-là, ça aurait été trop flagrant, je l'avais déjà en marche. J'utilisais une appli d'enregistrement vocal dans ma poche, depuis que Robert me l'avait suggéré. Le micro de mon téléphone est assez sensible pour capter un murmure à travers la pièce, alors sa confession forte et claire est passée comme du cristal. Je n'ai pas réagi, je n'ai pas crié, je ne lui ai pas donné la satisfaction de me voir flancher. J'ai juste demandé calmement, donc tu me trompes depuis 3 mois. Elle a croisé les bras comme si elle venait de gagner quelque chose, oui, et honnêtement, je ne me sens même pas coupable. Mike me fait me sentir vivante, toi tu me fais sentir piégée. Chaque mot était enregistré dans ce petit fichier dans ma poche, le même fichier qui allait me conduire tout droit au tribunal et m'en faire ressortir sans perdre un centime. Je me suis levé, j'ai rincé mon assiette et j'ai dit, merci de me l'avoir dit. Tu devrais faire ta valise. Elle a cligné des yeux, quoi? Dans 2 semaines, on divorce. C'est laquelle est passée de surdelle à paniquer. Tu vas vraiment mettre fin à notre mariage pour ça? On pourrait arranger les choses, j'étais juste honnête avec toi. Honnête, ça aurait été de me le dire avant de coucher avec Mike. Je suis passé devant elle et je suis allé dans mon bureau, la laissant seule dans la cuisine. Ce soir-là, elle a essayé d'engager 3 conversations différentes, je les ai ignorées toutes. Le fichier audio était sauvegardé, copié sur mon ordinateur portable et envoyé par mail à Robert avec pour objet Got It. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Robert à son bureau, j'ai fait glisser mon téléphone sur la table et j'ai appuyé sur lecture. Il s'est calé dans son siège, bras croisés, écoutant chaque mot de sa confession. Quand c'était terminé, il a hoché la tête une seule fois, c'est tout ce qu'il nous faut. Dans ce pays, l'adultère est un motif valable et sérieux de divorce. Cet enregistrement est recevable. Elle repartira les mains vides. On a passé en revue les étapes suivantes, dépôt immédiat, pièces jointes avec les preuves, finalisation des transferts de biens pour qu'aucun ne puisse être contesté. L'assistante juridique de Robert rédigeait déjà la requête pendant qu'on parlait. Garde la tête basse pendant les 2 prochaines semaines, m'a conseillé Robert, ne la menace pas, ne te vante pas de ce que tu fais, laisse-la croire que tu hésites. Plus elle se sentira en confiance, moins elle se préparera. Cette partie était facile. Je m'exerçais à ne pas réagir depuis des semaines. De retour à la maison, j'ai gardé mes distances. Elle a tenté d'être gentille, préparant le dîner, s'asseyant près de moi sur le canapé, portant ce parfum qu'elle mettait quand on s'est rencontrés. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. En fait, son changement soudain d'attitude m'a poussé à rester encore plus froid. Quelques jours plus tard, elle a explosé de nouveau, tu m'ignores depuis que je t'ai dit la vérité, pourquoi on ne pourrait pas repartir à zéro? Parce que tu es seulement désolé de t'être fait prendre, j'ai dit d'une voix calme. Ce n'est pas un nouveau départ, c'est toi qui essaies d'effacer les 3 derniers mois. Elle a marmonné quelque chose à voix basse à propos de moi qui serait pathétique, puis est allée dans la chambre. Je ne l'ai pas suivie. La nuit, je l'entendais au téléphone dans l'autre pièce, probablement avec Lila, je n'ai jamais demandé, je m'en fichais. Les papiers étaient en cours. 2 semaines jour pour jour après sa confession, le bureau de Robert a appelé, on est prêt à envoyer. Ce soir-là, je lui ai dit,
tu vas recevoir quelque chose de mon avocat demain, tu n'auras qu'à signer. » Ses yeux se sont plissés. « Tu vas vraiment faire ça? Tu n'as pas laissé tes amis interférer dans notre couple? Tu ne les as pas écoutés à la place de moi? Alors vas-y, prends ta pause loin de moi. » Elle a ouvert la bouche pour répliquer, puis l'a refermée et est partie furieuse. Le lendemain, un huissier est venu à la maison pendant que j'étais au travail. Elle m'a appelé, la voix tremblante de colère. « Tu as vraiment lancé la procédure? » Oui. J'ai raccroché. Et maintenant, voici la partie qui a scellé son destin. Elle pensait encore pouvoir m'intimider pour que je fasse marche arrière. Ce soir-là, elle a recommencé, lançant des insultes. « T'es un minable, tu vas regretter ça. Et juste pour que tu saches, Mike me traite mieux que tu ne l'as jamais fait. Il n'a pas peur de m'afficher, lui. Il ne me contrôle pas. » Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé parler. Et oui, l'enregistreur tournait encore. Pas que j'ai besoin d'autres preuves, mais ça ne fait jamais de mal d'avoir des copies. Ce deuxième enregistrement a été envoyé à Robert le lendemain matin. Il a souri en l'écoutant. Si elle tente de contester quoi que ce soit, ça mettra un terme immédiat. À la fin de cette semaine, le tribunal avait fixé une date d'audience. Elle ne s'est même pas présentée à la première. Robert m'a dit que c'était généralement un signe qu'ils savent qu'ils n'ont aucune chance. À partir de là, tout n'était plus qu'une question de procédure. Le juge a écouté l'enregistrement, examiné les preuves et a approuvé. Mariage dissous, bien intact, aucune pension, aucun versement, elle n'a rien eu. Les papiers du divorce ont été déposés, mes biens étaient intouchables et j'avais sa confession sauvegardée à plus d'endroits qu'elle n'avait d'excuses. Ça aurait dû s'arrêter là, mais Sophia n'était pas du genre à partir en silence. Dans sa tête, c'était toujours elle qui contrôlait la situation. Elle pensait que je finirais par revenir à la raison et annulerais tout, ou qu'elle pourrait me manipuler avec des mots doux pour revenir dans ma vie quand ça lui conviendrait. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que dès l'instant où elle avait prononcé le nom de Mike, quelque chose s'était définitivement éteint en moi. La première semaine après avoir reçu les papiers, elle a agi comme si rien ne s'était passé, cuisinant comme si elle participait à une émission, portant les tenues qu'elle mettait quand on sortait au début, laissant des petits mots désolés sur le comptoir. C'en était presque drôle. Elle se promenait dans la maison comme une reine, pensant que j'allais me soumettre, tout en racontant à Lila et à d'autres combien j'étais toujours à ses pieds. Je n'ai pas joué le jeu. Je mangeais le dîner, je disais merci, et je retournais dans mon bureau. Pas de compliments, pas de discussion sur une éventuelle réconciliation, juste une indifférence polie. Quand ça n'a pas marché, elle a inversé la situation, soudainement j'étais le méchant, le mari froid et contrôlant qui ne l'avait jamais apprécié. Elle a commencé à raconter à qui voulait l'entendre que je faisais une erreur, que je regretterais d'avoir laissé partir une femme comme elle. Le problème avec les gens imbus d'eux-mêmes, c'est qu'ils sont aveuglés par leur propre illusion. Elle croyait sincèrement qu'elle était trop précieuse pour être perdue. Dans notre ville, les nouvelles circulent vite, surtout quand il s'agit d'infidélité. Je n'ai même pas eu besoin de raconter l'histoire, elle s'est propagée toute seule. La femme d'un gars de mon équipe connaissait une fille qui bossait dans le même salon que Sophia, et en moins d'une semaine, la patronne était au courant. D'après ce que j'ai compris, la patronne dirigeait son affaire d'une main ferme. Le salon servait une clientèle haut de gamme, soins capillaires coûteux, forfaits de soins, et des clientes qui n'aiment pas être associées au scandale. Alors, quand l'histoire de l'affaire de Sophia avec un homme marié s'est répandue, c'est devenu un problème. Elle est rentrée un après-midi, l'air de quelqu'un qui venait de mordre dans un citron. « Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé au travail », a-t-elle dit en jetant son sac sur le canapé. « Vas-y, essaie-moi », j'ai répondu sans lever les yeux de mon ordinateur. Ma patronne m'a appelé dans son bureau et m'a dit qu'elle devait me licencier parce que ma vie personnelle nuirait à la réputation du salon. J'ai levé un sourcil, peut-être que c'est parce que tu couchais avec le mari de quelqu'un d'autre. Ses yeux se sont plissés, ce n'est pas à elle de dire avec qui je sors. Le problème Sophia, ce n'est pas que tu sortes avec quelqu'un, c'est que tu sois devenue une catastrophe médiatique ambulante. Elle m'a lancé un regard comme si j'avais insulté toute sa lignée. Tu te crois parfait, hein? Juste parce que tu gères ton petit business électrique et que tu ne fais pas de vagues. Je n'ai pas répondu. Le fait qu'elle parle d'une entreprise qui avait financé tout son mode de vie comme de mon petit business électrique disait tout de son état d'esprit. Après avoir été virée, elle s'est appuyée sur Mike. Vu comme elle en parlait, on aurait cru qu'il allait la sauver d'un immeuble en feu. Mike dit qu'il peut m'aider à me remettre sur pied. Il dit que je mérite mieux que ce désastre que tu as créé.
Je ne me suis pas disputé. Je savais exactement comment ça allait finir. Les gars comme Mike ne restent pas une fois que l'excitation disparaît. Ils veulent l'adrénaline du secret, pas la réalité de payer les factures de quelqu'un d'autre. Et en effet, environ 3 semaines plus tard, elle est rentrée chez elle furieuse. Mike avait pris ses distances, en d'autres mots, il l'avait larguée. Je ne l'ai su que parce qu'elle l'a crié dans son téléphone en faisant les 100 pas dans le salon, l'insultant de tous les noms. Plus tard ce soir-là, elle a essayé de présenter les choses différemment, on se donne juste un peu d'espace, c'est mutuel, d'accord? J'ai répondu sans lever les yeux de mes mais, d'accord. C'est là que son sentiment de supériorité a vraiment commencé à s'effondrer. Lila, la même amie qui lui avait conseillé de me tester au départ, a commencé à fréquenter Mike. Quand Sophia l'a appris, elle a explosé. J'étais dans le garage, en train d'organiser mes outils, quand je l'ai entendu hurler dans le téléphone, traitant Lila de traîtresse, de vipère et d'une dizaine d'autres choses que je ne répéterai pas. Ensuite elle a débarqué dans le garage, tu savais que Lila sort avec Mike? J'ai haussé les épaules, non, mais je ne suis pas surpris. Tu t'entoures de gens comme toi Sophia, tu as juste enfin eu un aperçu de ce que ça fait. Ça l'a touchée plus qu'elle ne voulait le montrer. Elle est rentrée furieuse, a claqué la porte et je ne l'ai pas revue de la soirée. Environ un mois après que le divorce ait été finalisé, elle a franchi la ligne une dernière fois. À ce moment-là, elle avait déménagé, n'avait pas de travail et dormait sur les canapés de ses amis. Elle m'envoyait des textos de temps en temps, moitié excuses, moitié insultes, mais je les ignorais. Un matin, je suis sorti et j'ai trouvé de profondes rayures sur le côté de mon camion, jusqu'au métal à nu. Le mot loser avait été gravé sur la portière côté conducteur de mon camion. Je savais que c'était elle, personne d'autre n'avait de raison de faire ça. J'ai appelé la police, déposé une plainte et remis les images des caméras de surveillance de mon allée. On voyait tout clairement. Sophia, capuche relevée, en train de rayer le camion comme si elle signait son nom. L'agent n'a même pas eu besoin de poser de questions. On va traiter ça, a-t-il dit. 2 semaines plus tard, une ordonnance restrictive a été délivrée. Elle ne pouvait plus s'approcher à moins de 30 mètres de ma maison, de mon camion ou de mon bureau principal. Les chantiers n'étaient pas inclus, donc techniquement, elle pouvait apparaître à proximité sans violer l'ordre. Après ça, elle n'avait plus rien à m'opposer. Plus de travail, plus d'hommes, plus d'amis prêts à supporter son drame. Elle squattait des canapés, brûlait ce qui lui restait d'économie et continuait à parler comme si elle était toujours au-dessus de tout le monde. Des amis communs m'ont dit qu'elle disait des choses comme « Justine regrettera de m'avoir laissé partir, il se rendra compte que personne ne l'aimera autant que moi. » Bien sûr, parce que rien ne dit amour comme tromper, mentir et vandaliser. La dernière fois que j'en ai entendu parler, elle vivait dans une petite chambre en location de l'autre côté de la ville, travaillait à mi-temps dans un salon de manucure de centre commercial, tout en continuant de publier des citations inspirantes sur les femmes fortes sur les réseaux sociaux et de me blâmer pour sa chute. Le contraste entre nos vies ne pouvait pas être plus grand. Mon entreprise grandissait, j'avais décroché 2 nouveaux contrats commerciaux, embauché un nouvel ouvrier et mon planning était rempli pour des mois. J'avais acheté un nouveau camion pour remplacer celui qu'elle avait abîmé, et cette fois-ci, il passait chaque nuit dans un garage fermé à clé. Quant à moi, je vivais tranquillement, je travaillais, j'allais à la salle, je passais mes week-ends entre amis, à pêcher avec Josh. Ma maison était calme, propre et à moi. Le sentiment de supériorité de Sophia avait été son armure pendant des années. Elle pensait pouvoir tromper, manipuler et garder le pouvoir dans toutes les situations. Voir cette armure se fissurer morceau par morceau n'était pas satisfaisant comme dans les films, c'était juste la réalité. Quand on traite les gens comme s'ils étaient jetables, on finit par découvrir qu'on l'est aussi. Après l'ordonnance restrictive, la plupart des gens auraient compris le message. Quand on est surpris en train de vandaliser le camion de quelqu'un, que la police s'en mêle et que le tribunal ordonne de rester à l'écart, une personne normale disparaît. Sophia n'était pas normale. Le premier mois après l'ordonnance, elle n'a pas essayé de revenir vers la maison, mais elle a trouvé d'autres moyens de m'agacer. Elle utilisait différents numéros pour m'envoyer des messages comme « Tu ne trouveras jamais mieux » ou « Un jour, tu comprendras que tu as perdu la meilleure chose de ta vie ». Parfois, elle envoyait de longs paragraphes disant que j'avais détruit son avenir et ruiné sa carrière. Je ne répondais jamais. Chaque message était capturé en capture d'écran et transféré à Robert, mon avocat. Il m'a dit de tout conserver. Si elle enfreint l'ordonnance, on aura un historique à montrer au tribunal. Ce n'était pas juste les textos. Elle publiait aussi de petites pics sur les réseaux sociaux,
des citations floues comme « un vrai homme se bat pour sa femme » ou « certaines personnes jettent des diamants pour ramasser des cailloux ». Des amis communs m'ont dit qu'elle racontait encore aux gens que j'avais surréagi à sa tromperie, que la plupart des hommes l'auraient pardonné. Voilà le problème avec Sophia, elle ne se voyait pas comme quelqu'un qui devait réparer ses erreurs. Dans sa tête, elle était le prix à gagner. Si un homme ne voulait plus d'elle, c'est que le problème venait de lui. D'après ce que j'ai entendu, elle passait d'un canapé à l'autre chez 3 amis différents après s'être fait mettre dehors de son dernier logement. Au début, ils avaient pitié d'elle. Elle leur racontait une version où j'étais froid et contrôlant, que j'avais demandé le divorce sans prévenir, et qu'elle essayait juste de remettre sa vie en ordre. Mais Sophia étant Sophia, elle ne pouvait pas s'empêcher d'abuser de l'hospitalité. Elle laissait son maquillage et ses vêtements traîner partout, faisait exploser leurs courses, utilisait leur voiture sans demander. Finalement, il lui demandait de partir. L'une de ses amies, une fille nommée Megan, a fini par m'appeler. On s'était rencontrés une fois à un barbecue des années auparavant, mais elle m'a retrouvé via des contacts communs. Elle m'a dit, je croyais la connaître, mais vivre avec elle est un cauchemar. Elle parle de toi tous les jours, la moitié du temps pour te blâmer, l'autre moitié pour dire qu'elle te récupérera. Je lui ai dit de tout noter. Si Sophia parlait de l'ordonnance, elle ne devait ni me mentionner, ni me contacter, ni s'approcher. Megan a juste soupiré, elle ne vit pas dans la réalité. Justine, tu as évité une balle. Après avoir perdu le job au salon, elle a essayé de travailler dans d'autres instituts de beauté. À chaque fois, ça durait peut-être 2 semaines avant qu'un problème n'apparaisse. Un salon l'a virée parce qu'elle est arrivée en retard 5 fois en 10 jours. Un autre l'a renvoyée après l'avoir surprise en train de critiquer des clientes auprès des autres employés. Le truc avec les métiers de service, c'est que ton attitude compte autant que ta compétence. Et l'attitude de Sophia avait toujours été aléatoire. Quand elle était de bonne humeur, elle pouvait charmer n'importe qui, mais quand elle était dans un de ces « je suis mieux que tout le monde ici », elle mettait tout le monde à dos. La dernière fois qu'on m'en a parlé, elle faisait des manucures à domicile pour de l'argent liquide, sans revenu stable, sans avantage, rien pour la maintenir à flot sur le long terme. Environ 3 mois après l'ordonnance restrictive, elle a tenté une dernière tactique, faire comme si on était encore en bons termes. Sans prévenir, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu, « Salut l'étranger, j'espère que tu vas bien, on devrait parler ». Je savais que c'était elle, je n'ai pas répondu. Quelques heures plus tard, un autre message est arrivé, « Écoute, on a eu nos problèmes, mais je pense qu'on peut encore arranger les choses. » J'ai changé, j'ai coupé les ponts avec les gens toxiques, je ne parle plus à Mike. Je veux juste faire la paix. Si on m'avait plongé dans cette conversation sans contexte, on aurait cru que c'était quelqu'un qui voulait sincèrement réparer les choses. Mais je connaissais le scénario, elle voulait un accès, pas une réconciliation. J'ai répondu une seule fois, ne me contacte plus jamais, c'est une violation de l'ordonnance restrictive. Elle a explosé instantanément, alors tu vas vraiment jeter toutes ces années à la poubelle pour une seule erreur? Tu es pathétique Justine, aucune femme ne supportera jamais ton comportement, tu finiras seule. J'ai fait des captures d'écran et tout envoyé à Robert. Sa famille avait été plutôt silencieuse pendant le divorce, il ne m'avait pas défendu, mais n'avait pas non plus pris complètement son parti. Finalement, même eux ont commencé à s'éloigner. Son petit frère m'a croisé un samedi au magasin de bricolage, je ne l'avais pas vu depuis des années, mais il m'a serré la main et dit « Désolé pour tout ce qu'elle t'a fait subir ». On a tous essayé de lui parler, mais elle n'écoute pas. Apparemment, Sophia demandait de l'argent à des membres de sa famille, leur promettant de les rembourser une fois qu'elle aurait remis sa vie en ordre. Elle n'a jamais remboursé personne, ils en ont eu assez de financer ses excuses. De mon côté, ma vie roulait de nouveau. Le travail était intense, mon équipe solide, j'avais décroché un nouveau client commercial qui avait pratiquement doublé mes revenus mensuels. Je m'entraînais régulièrement, je passais mes week-ends à pêcher avec Josh, et je profitais enfin de ma maison sans l'attention constante. Sophia, en revanche, coulait. Pas de stabilité professionnelle, plus d'amis prêts à l'héberger gratuitement, et une réputation qui se dégradait comme quelqu'un qu'on ne veut pas garder trop longtemps autour de soi. Des amis communs disaient qu'elle était constamment amère. Elle disait que les hommes étaient tous des ordures, que je n'étais pas assez homme pour me battre pour elle, et que Mike ne valait rien de toute façon. Mais les mêmes personnes disaient aussi l'avoir surprise à faire défiler le compte de Mike sur les réseaux sociaux tard le soir, regardant les photos de lui avec Lila. Ça a dû piquer, perdre le gars avec qui elle m'avait trompé au profit de la même amie qui lui avait conseillé de me tester. Mais au lieu de prendre ça comme une leçon, elle a redoublé d'efforts pour blâmer les autres.
6 mois après l'ordonnance, elle a fait l'erreur de se montrer près d'un de mes chantiers. Je travaillais sur l'électricité d'un local commercial, et quand je suis sorti chercher quelque chose dans mon camion, elle était là, de l'autre côté de la rue, les bras croisés, juste à me regarder. Elle n'a rien dit, pas fait signe, juste resté là. Je n'ai pas interagi. Je suis retourné à l'intérieur et j'ai appelé Robert, qui m'a dit de documenter. J'ai pris une photo depuis l'intérieur du bâtiment, la montrant clairement, et je l'ai envoyée. Moins d'une semaine plus tard, son avocat a été informé qu'elle avait violé l'ordonnance. Cette fois, le tribunal ne s'est pas contenté d'un avertissement, elle a écopé d'une amende. Ce n'était pas énorme, mais pour quelqu'un sans revenu stable, c'était suffisant pour faire mal. Après ça, elle a enfin semblé comprendre. Pendant un moment, plus de textos, plus d'apparitions, plus de tentatives pour utiliser des amis communs pour faire passer ses messages. Elle a disparu de ma vie, du moins temporairement. J'ai appris qu'elle avait fini par louer une chambre minuscule dans une maison partagée délabrée en périphérie de la ville, le genre d'endroit où la lumière de la cuisine clignote et la porte d'entrée coince. Elle faisait toujours des manucures à domicile pour gagner un peu d'argent, mais ça ne valait pas grand-chose. Ses réseaux sociaux, autrefois remplis de selfies et de publications vantant sa vie parfaite, étaient devenus un enchaînement de citations vagues sur la trahison, la force et le fait de lâcher les gens qui ne vous apprécient pas. Je ne regardais même plus. Pour moi, ce chapitre était clos. J'avais retrouvé ma vie, ma liberté et ma paix. Elle récoltait les conséquences qu'elle avait elle-même semées. Quand tout cela est arrivé à son terme, Sophia avait complètement disparu de ma vie depuis des mois. Pas de texto, pas d'appel, aucune violation de l'ordonnance. Elle s'était évanouie, ou du moins, c'est ce que je croyais. Le rebondissement est venu de quelqu'un qu'elle détestait plus que quiconque. Emma. Emma n'était pas une inconnue ramassée au hasard dans un bar. Elle avait travaillé au salon avec Sophia, environ un an avant que Sophia ne soit virée. Elles se disputaient constamment. Sophia trouvait qu'Emma était trop compétitive parce qu'elle avait plus de clientes et touchait plus de commissions. Une fois, je l'ai entendue appeler Emma cette prétentieuse de pacotille après qu'Emma ait décroché une cliente célèbre. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, j'ai croisé Emma un après-midi dans un magasin de fournitures. On a discuté un peu, puis pris un café plus tard dans la semaine, et on a commencé à se fréquenter. Pas de drame, pas de jeu. On est resté discret au début, non pas que je me soucie de ce que Sophia penserait, mais parce que je n'avais pas envie qu'elle ressurgisse encore. Mais avec le temps, les gens parlent. Des amis communs nous ont vus ensemble, et la nouvelle est arrivée jusqu'à Sophia. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle directement, mais je savais qu'elle savait. Un pote m'a dit qu'elle avait pété un câble à un barbecue chez des amis communs, disant que je touchais le fond en sortant avec Emma, que je faisais ça uniquement par dépit. Ça ne m'a pas dérangé. Si elle voulait croire que tout tournait encore autour d'elle, grand bien lui fasse. Les supplications n'ont commencé que 2 semaines plus tard. Sans prévenir, je reçois un appel d'un numéro inconnu. Je l'ignore. 2 minutes après, un message arrive, « Justine, c'est moi, s'il te plaît réponds, on doit parler. » 1 heure plus tard, Emma et moi sommes au déjeuner quand un autre numéro s'affiche. Même chose, s'il te plaît, juste 5 minutes, j'ai fait une erreur. Bloqué. Ce soir-là, elle a finalement réussi à passer, en utilisant le téléphone d'un ami commun. J'ai décroché juste pour mettre un terme. Sa voix était précipitée, désespérée, « Justine, je sais que j'ai déconné, j'ai changé, on peut arranger les choses, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. » Non, j'ai répondu. Tu n'es pas sérieux, après tout ce qu'on a vécu, tu vas tout jeter pour elle? Elle n'est rien comparée à moi. Tu veux dire la femme que tu détestais parce qu'elle bossait plus que toi, j'ai demandé. Silence. Puis elle a sorti le grand classique de Sophia, les insultes, tu es pathétique, tu essaies juste de me blesser, tu crois qu'elle va te rester fidèle? Elle te quittera tout comme je. J'ai raccroché avant qu'elle termine. La semaine suivante, elle a redoublé d'efforts. Elle a envoyé des fleurs à mon bureau, avec une carte disant on est fait l'un pour l'autre, s'il te plaît appelle-moi. Ma secrétaire me les a données, je lui ai dit de les jeter à la benne. Elle a ensuite commencé à envoyer des messages directement à Emma sur les réseaux sociaux, l'insultant, l'accusant d'avoir brisé un couple, alors que mon mariage était mort et enterré bien avant qu'Emma n'entre dans ma vie. Emma m'a montré les messages, on l'a bloqué et j'ai transmis les captures à Robert, juste au cas où. Puis elle est apparue devant mon chantier, de l'autre côté de la rue, techniquement sans violer l'ordonnance, mais assez proche pour qu'on la voie, bras croisés,
en train de me fixer. Elle n'a rien dit. Mon équipe a ri après coup, on aurait dit qu'elle était prête à se battre contre l'air. La dernière tentative a eu lieu sur le parking du supermarché. Emma et moi étions en train de charger les courses dans mon camion quand Sofia s'est garée 2 places plus loin. Elle est sortie, a marché droit vers nous et a commencé immédiatement. Ce n'était pas une violation technique puisqu'on était dans un lieu public et qu'elle restait juste à la distance minimale autorisée, mais c'était encore bien trop proche à mon goût. Justine, s'il te plaît, parle-moi. Je peux changer, je ferai tout ce qu'il faut. J'ai secoué la tête, non Sofia, tu as fait ton choix, je ne suis pas intéressé. Son regard a glissé vers Emma et elle a lancé avec mépris, c'est à cause d'elle, hein? Tu fais ça juste pour te venger de moi. Je n'ai même pas cherché à corriger. C'est parce que j'en ai fini. Va vivre ta vie Sofia. Elle est restée là quelques secondes, clairement en attente d'un signe de faiblesse de ma part. Quand elle a vu que je ne bronchais pas, elle a fait demi-tour, est remontée dans sa voiture et a quitté le parking en trombe. C'était la dernière fois qu'elle a essayé.